Épisode 23, la fin de l'analyse. Est-ce que ça va être la fin de cette longue saga sur l'inconscient et la psychanalyse? Je n'en sais rien. Pas plus que je ne sais quelque chose sur la fin de l'analyse, mais je vais néanmoins vous en parler. Alors je vais vous mettre à l'aise tout de suite, l'analyse n'a pas de fin. Donc inutile de courir après quelque chose qui n'existe pas. Elle n'a pas de fin au sens où, en tout cas pour moi, même après avoir cessé de voir un analyste, je continue à m'analyser. Pas tout seul dans ma chambre, mais avec le public. Puisque je raconte mes rêves en public, sur Facebook, dans mes conférences, dans mes livres, c'est une façon de poursuivre l'analyse. Chacun a sa façon. Je ne dis pas que ma façon est la bonne et la meilleure. C'est une façon de ne pas terminer son analyse. Et j'y ai appris énormément de choses d'ailleurs que je n'avais pas trouvées en analyse. Donc, oui. Maintenant, c'est à chacun de trouver sa voie. S'il y a des gens, et que ça arrive certainement, arrêtent de voir leur analyse et ne veulent plus entendre parler de la psychanalyse, et ils se consacrent à la peinture, la musique, l'ingénierie mécanique ou ce qu'ils veulent, c'est très bien aussi. Chacun invente sa fin d'analyse, parce que chacun s'est inventé comme sujet dans l'analyse. Et donc un sujet, ça désire, et ça prend des décisions. En son propre nom. Et non pas pour être conforme à un modèle, qui serait le modèle de la personne bien analysée. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des modèles qui circulent. Par exemple, Lacan a longtemps cherché un critère de la fin de l'analyse. Et il l'a formulé sous cette expression de la chute de l'objet petit a. Ça a entraîné dans le champ de la psychanalyse une foule de collègues à me raconter comment leur objet petit a avait chuté, et ils en parlaient comme d'un œuf qui leur était tombé et qui s'était écrasé par terre devant eux. Ouais, ils étaient conformes au modèle. Mais ça voulait dire justement le contraire du fait d'être sujet. Ce n'est pas parce qu'en théorie on dit qu'on perd un objet qu'on se fait sujet. C'est ça, je pense que c'est une erreur aussi d'avoir mis l'accent sur l'objet, fût-il l'objet petit a, plutôt que sur le sujet. Si fin de l'analyse il doit y avoir, c'est que le sujet se sente suffisamment à l'aise avec lui-même et la société pour pouvoir dire ça va à peu près, quoi. Je peux me débrouiller dans la vie. Moi, non pas en suivant tel ou tel modèle. C'est un petit peu plus compliqué à vivre, effectivement, parce que les groupes humains fonctionnent justement sur le modèle. Faire partie d'un groupe, c'est partager les mêmes modèles. Et faire partie d'un groupe d'analystes, c'est aussi partager les mêmes modèles de l'analyse. C'est un petit peu ennuyeux et contradictoire. Et j'ai pas résolu la contradiction pour moi-même. C'est pas grave. Moi, ça m'empêche pas de vivre et de fonctionner tout à fait bien. Mais en voyant les choses un peu plus profondément, la chute de l'objet petit a, déjà, il faudrait savoir ce qu'est l'objet petit a. Or, Lacan a donné plusieurs définitions contradictoires de l'objet A. Ce n'est pas la seule notion qu'il a mis en place et pour laquelle il donne des définitions contradictoires. Bon, certains mettent ça sur le compte d'une merveilleuse capacité d'évolution. Moi, je dis que c'est juste une incapacité à préciser un concept. Parce qu'un concept, c'est ça.
c'est un mot bien défini et bien articulé aux autres concepts d'une théorie. C'est ça qui fait une théorie. Parce que si les définitions changent tout le temps, ben la théorie change tout le temps. En fait, on a un flou abyssal avec lequel on ne sait pas quoi faire. En particulier, l'objet A, il est défini de temps en temps comme étant imaginaire, et à ce moment-là, ce sont les objets transitionnels, le sein, la merde, le regard et la voix, et de temps en temps, c'est défini comme un objet réel, c'est-à-dire quelque chose d'indicible, d'impossible à symboliser. Parce que le sein, le regard et la voix, la merde, c'est tout à fait dicible et symbolisable. Donc vous voyez que ça ne va pas ensemble. Donc, baser la fin de l'analyse sur un mot qui dit quelque chose d'aussi mal défini, c'est pas possible. Et qu'est-ce que serait la chute de ce truc-là? Il est aussi défini par Lacan à d'autres moments comme étant, l'objet petit a, c'est le phallus en tant qu'il est absent. Donc la fin de l'analyse serait la chute de ce truc du phallus en tant qu'il est absent. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Ça serait peut-être l'absence du phallus en tant qu'il est absent. C'est-à-dire cesser de croire que les femmes ont un phallus, par exemple. Bon, ça induit une normativité, ce truc-là. Et la normativité, ça serait de cesser d'avoir ce fantasme que les femmes ont un phallus. Bon, bah, mon expérience me dit que personne ne renonce à ça. On y renonce dans la réalité. Mais le fantasme, c'est-à-dire les rêves, continuent de dire ça. La femme a un phallus. Et moi, par voie de conséquence, j'en ai un, mais je risque de le perdre. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que je l'avais toujours déjà perdu, puisque je passe mon temps à aller le rechercher dans le ventre de ma mère, où je pense l'avoir oublié. Ça, c'est mes rêves qui me disent ça. Ça ne s'arrête pas. Donc inutile de penser à vouloir stopper le fantasme. C'est un fantasme au carré que d'avoir ce fantasme qu'on pourrait stopper le fantasme. Et on vit très bien avec. Et d'ailleurs, c'est à la source de plein de désirs et donc de choix possibles, une fois qu'on sait que c'est du fantasme. On peut faire avec. Donc c'est pas ça qui peut faire discriminant quant à la fin de l'analyse. Chacun s'en débrouille, encore une fois. Alors, il y a un autre truc qui pourrait faire discrimination, ça serait issu de cet autre écrit de Lacan qui s'appelle le temps logique. Le temps logique parce qu'il y aurait un temps logique de la séance d'analyse, ce qui justifie les séances courtes, et un temps logique de l'analyse dans sa globalité qui justifierait qu'il y a un moment où on a fini son analyse. Parce que logiquement, le temps en est venu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de temps logique? Je le résume pour ceux qui n'auraient pas lu l'article de Lacan. Ça fonctionne sur une petite histoire. C'est le directeur d'une prison qui fait venir 3 prisonniers en leur tenant ce discours. Je peux libérer un seul d'entre vous, celui qui aura résolu l'énigme suivante. Voici 5 ronds de couleurs, 3 blancs, 2 noirs. On va vous mettre à chacun un rond dans le dos, donc vous ne savez pas la couleur du rond que vous avez dans le dos, et vous aurez à déduire logiquement de ce que vous voyez sur le dos de vos partenaires, quelle est la couleur du rond que vous avez dans le dos. Ensuite, on met, sans qu'ils le sachent, un rond blanc à chacun des prisonniers. Et on peut effectivement établir le raisonnement assez facilement que si moi je suppose que j'ai un rond blanc ou noir, eh bien si j'ai un rond noir, eh bien les 2 autres le voient tout de suite et donc en déduisent très vite qu'ils sont blancs et ils sortent. Et s'ils sortent, ben ça veut dire que
j'ai un rond noir, donc moi aussi je peux sortir. Et comme on sort tous ensemble, on s'arrête parce que, ça ne va pas. Si tout le monde sort en même temps, ça veut dire que tout le monde a fait la même déduction, c'est que j'ai donc pas un rond noir. C'est peut-être bien que j'ai un blanc, et ainsi de suite. Je renvoie à l'article pour voir la suite du raisonnement, qui fonctionne comme ça sur des scansions de sortie, arrêt de la sortie, sortie, arrêt de la sortie, qui donnent des indices de déduction quant à la possibilité de me connaître. Parce que c'est ça la métaphore. Je ne me connais pas, j'ai un rond dans le dos dont je ne connais pas la couleur, c'est l'inconscient. Et remarquez la duplicité de la chose, c'est que tout cela fonctionne sur une stratégie consciente, sur des indices conscients. On se croirait dans un roman policier où c'est à des petits indices que les trois Sherlock Holmes vont déduire la couleur qu'ils ont dans le dos. Donc, ils vont déduire quelque chose dont ils n'ont pas conscience grâce à la conscience. C'est pas du tout comme ça que fonctionne une analyse. Non seulement c'est pas du tout comme ça que fonctionne une analyse, mais c'est même pas du tout comme ça que fonctionne la conscience. À savoir que cela suppose, a priori, que les trois personnes raisonnent exactement à la même vitesse. Sinon, le coup des on sort tous ensemble, ça ne marche pas. Il y en a toujours un qui va raisonner plus vite que les autres et qui va sortir plus vite que les autres. Et tout l'édifice est foutu par terre. Donc ça a toutes les apparences d'un raisonnement rigoureux et logique, mais c'est un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement faux. Lacan le dit lui-même. Et ça n'a pas empêché des générations de lacaniens de s'appuyer là-dessus pour justifier des séances courtes, le temps logique, ou de la fin de l'analyse, le temps logique. Il n'y a pas de logique dans l'inconscient. Et dire qu'il existe une logique non logique, ou une logique spéciale, etc. Bon, ok, ça se discute. C'est pas le sujet pour aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas avec de la conscience et de la stratégie qu'on fait une analyse. Ce n'est pas en déduisant à la Sherlock Holmes qu'on avance dans la connaissance de l'inconscient. C'est au contraire en laissant tomber toute logique, tout jugement. Parce que là, dans le temps logique, attention, c'est le jugement du directeur qui va décider. Même s'il va juger de votre bon raisonnement, si vous êtes logique ou pas, mais tout est suspendu à ça. Donc on oublie complètement que c'est de l'inconscient dont on parle. Quand j'étais moi-même en analyse, j'ai planché je planchais en même temps à côté sur cette histoire de temps logique. J'y ai passé des jours, des mois et des années. Je connais le texte par cœur, je l'ai mis en équation, je l'ai mis en dessin. J'ai même établi une correspondance entre les trois temps logiques et ce qui serait retourner trois ronds dans un nœud broméen. J'en ai fait un article qui est d'une complexité telle que je crois que personne ne l'a jamais lu. Tout ça fait partie des fabrications de châteaux en Espagne, hein, d'enflure logique et mathématique. Ça a l'air, mais ça repose sur rien. Ça repose sur un postulat faux. Bon, en plus, une analyse, le cabinet de l'analyste n'est pas une prison, l'analyste n'est pas un directeur, et il ne propose pas des énigmes logiques. Il va simplement aider le sujet à découvrir l'énigme qu'il est pour lui-même. Ça peut ressembler comme ça dans l'idée, mais comme je viens de le démontrer, c'est complètement différent. Parce qu'il ne s'agit pas d'une énigme à résoudre d'un point de vue logique et conscient, mais d'une énigme inconsciente. C'est la fameuse énigme du sphinx. C'est-à-dire, c'est la question du complexe d'Oedipe. C'est pas la question du rond blanc ou du rond noir que j'ai dans le dos. Alors, cette histoire de temps logique, quand j'étais en analyse, donc que je l'avais travaillé consciemment, par mes lectures,
par mes travaux mathématiques sur le nombre roméen, etc., j'en avais parlé sur mon divan à mon analyste. Et comme j'avais à un moment hésité 2 fois à sortir, comme dans la métaphore du temps logique des prisonniers, la 3e fois que j'ai eu envie de terminer mon analyse, j'ai dit c'est la bonne, puisque j'étais sur ce modèle du temps logique. Et mon analyste m'a renvoyé dans mes cordes en me disant pas du tout, vous n'avez sûrement pas terminé. Ce en quoi il se mettait en position de directeur de prison et non pas en position d'analyste. Il se mettait en position de surmoi, c'est-à-dire de celui qui sait et qui renvoie l'autre au fait qu'il ne sait pas. Et c'est terrible, parce que ça veut dire que l'autre, il ne sait pas sur lui-même. Mais que lui, le grand sachant, là, qui n'est pas du tout supposé savoir, mais qui sait, il sait ce que moi je ne sais pas sur moi-même. C'est terrible. Parce que c'est sortir complètement de l'éthique de la psychanalyse. L'éthique de la psychanalyse, c'est le non-jugement. Si on se met à juger, c'est foutu. Et si on place toute l'analyse sous ce fronton que la sortie là-bas, elle est au bout, et que c'est décidé par l'analyste, qui va en juger, en vous laissant sortir ou pas, ça veut dire que toute l'analyse est régie par le surmoi. Que l'analyste est en position de surmoi, d'un bout à l'autre. Et qu'il va falloir faire attention à ce qu'on va dire, parce que des fois que ça pourrait lui déplaire, il pourrait ne pas nous laisser sortir. Effectivement, moi j'en étais venu à éliminer de mon discours sur mon divan quand j'étais en analyse, tout un tas de choses dont j'avais compris que ça déplaisait à mon analyste. Et ce qui m'intéressait effectivement, puisque je me destinais à être analyste, c'était qu'il m'autorise. Mais il risquait pas de m'autoriser, puisque dans sa position d'être le surmoi, c'est-à-dire l'instance refoulante, eh bien le résultat, c'est que je refoulais plein de choses. Donc ça risquait pas d'avancer, c'était le contraire. Plus ça avançait, en fait, plus ça régressait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai découvert une foule de choses après la fin de mon analyse, et non pas pendant. D'ailleurs, à un moment où je m'étais fait virer de je ne sais quelle institution, puisque ça m'est arrivé régulièrement toute ma carrière, je cherchais du boulot comme un malade dans toute la France, et en attendant, j'avais pas eu d'autre solution que d'ouvrir un cabinet. Je lui en avais parlé, je commençais à recevoir des gens. Et pourquoi pas, puisque je recevais depuis des années des gens en institution. Qu'est-ce que ça changeait de les recevoir chez moi? C'est ce que je m'étais dit. Et un jour, j'ai fait allusion au fait que la personne était allongée. Et là, mon analyste est bondi de son fauteuil, sur un ton de colère extrême, m'a dit « Mais vous les allongez? Mais au nom de quoi? Mais vous allez les relever tout de suite !» Ah oui, lui, il savait que je n'avais pas le droit d'allonger les gens. J'écoutais des gens depuis des années à l'hôpital, aucun problème. Mais les allonger, ça faisait problème. Avec le recul, 40 ans d'expérience, je sais maintenant que allongé ou en fauteuil, ça n'a absolument aucune incidence. Allongé, c'est peut-être plus confortable, et pour l'analysant et pour l'analyste, mais c'est tout, parce que ça évite d'avoir à croiser les regards tout le temps. Vous avez certainement eu cette expérience. Parfois, vous discutez avec quelqu'un, tant que vous discutez, vous ne vous rendez pas compte de là où va votre regard, parce que votre regard, il papillonne sans arrêt. Un coup sur la personne, un coup sur le décor. Il n'y a que comme ça que c'est supportable. Et quand quelquefois la conversation tombe un peu, il y a un silence qui se fait, tout d'un coup on s'aperçoit qu'on se regarde. Et à ce moment-là, le regard gêne. Donc le divan est plus confortable. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas envie,
Moi, je propose le divan à tout le monde en début d'analyse. Puis il y a ceux qui préfèrent rester dans le fauteuil, très bien, et il y a ceux qui vont sur le divan, très bien aussi. C'est pas moi qui sais ce qui est bon pour eux. Ils le savent. Et parfois, dans le courant de l'analyse, il y a des gens qui me disent, tiens, bah pour cette séance, je voudrais vous parler en face à face, alors qu'ils étaient sur le divan. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Et puis, il arrive aussi qu'il y en a des qui me disent, au bout de je ne sais combien de temps d'être en fauteuil, tiens, moi j'essaierai bien le divan. Eh bien, allez-y. C'est à chacun de trouver sa posture. Mais ce n'est pas la posture dans laquelle on parle qui va changer le discours lui-même. Ça, c'est pas vrai. On peut très bien être sur le divan et passer sa séance à parler de la liste des commissions, ou être en fauteuil et parler de sa scène primitive. J'ai eu les deux. J'ai vu les deux. J'ai entendu les deux. Mais bon, ce qui est terrible, encore une fois, c'est cette façon de mettre toute la psychanalyse sous le coup du jugement de sa fin. Parce que toute l'éthique de non-jugement se trouve balayée du fait même qu'il y aurait un jugement à la fin. Ça me paraît fondamental de comprendre ça. Donc c'est à chacun de trouver sa fin d'analyse. Et ça peut être ce qu'on veut. Ça vraiment à chacun d'en décider. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais quand j'aurai fini mon analyse, vous me le direz? Ben, je dis non. Non, non, c'est vous qui saurez. Comment le saurais-je à votre place? De même, des gens qui peuvent être soit en analyse, soit en contrôle, et qui essaient de me soutirer une autorisation de s'installer analyste. Je leur dis, mais en aucun cas, je ne peux dire quoi que ce soit là-dessus. C'est vous qui pouvez savoir. Je critique beaucoup Lacan, mais il y a une parole de Lacan qui est absolument formidable et que je garde, c'est l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Et c'est exactement ça. C'est de soi-même. C'est dans les ressources qu'on trouve en soi-même, lorsqu'on s'est accouché soi-même comme sujet, qu'on peut dire je peux être capable d'être analyste. Ou pas. Ou ingénieur en mécanique, ou peintre en bâtiment, ou artiste peintre, ce qu'on voudra. Hein. L'important, c'est que ça soit le sujet qui en décide, en fonction de ses désirs, qu'il a mis au jour dans le long parcours analytique. Alors, chaque fois que j'ai cité cette phrase de Lacan, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se lève pour rajouter « et de quelques autres ». C'est là le problème, c'est là l'erreur. Bon, c'est vrai que Lacan a dit ça, et de quelques autres. Seulement du coup, le et de quelques autres prend le pas sur le s'autoriser de soi-même, et allez, on est reparti sur jury, concours, examen, comme pour n'importe quoi, hein, comme pour devenir ingénieur, médecin, kinésithérapeute, etc. Donc ce et de quelques autres gâche totalement l'affaire. Surtout si c'est le jury de la passe. J'ai jamais compris pourquoi on avait trouvé ce terme et surtout pourquoi après des années de réflexion on le garde. Parce que attention, ça veut bien dire jury, ça veut dire tribunal. On va dire devant un tribunal, défendre sa cause, et le tribunal va décider. Alors dans certaines écoles, le tribunal ne décide pas. Il dit simplement qu'il a entendu. C'est encore ce qu'on peut faire de mieux. Néanmoins, ça reste un jury. Et même avec ces dispositifs compliqués qu'on trouve dans certaines écoles, où celui qui est dit passeur va parler à une autre personne qui serait dans les mêmes zones, c'est-à-dire qui serait un autre passeur, quelqu'un qui est en voie de devenir analyste, et ça serait lui qui serait chargé de parler du premier devant le jury, c'est-à-dire qu'il fait du sujet
un objet de son discours, ce qui est le contraire de devenir sujet en analyse. En analyse, si on devrait avoir compris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Et si on en parle, on est à côté de ses pompes. Je peux parler de moi. D'un autre, je ne peux pas. Ou alors c'est vraiment... Et alors si c'est ça qui décide si je vais être analyste ou pas, je ne sais pas dans quel yaourt on patauge. Ça ne me paraît pas du tout analytique, tout ça. Ne pas avoir compris que on ne fait pas de l'autre l'objet de son discours, d'avoir à développer tout ça devant un jury, ce qui met tout par terre l'éthique de la psychanalyse de non-jugement. Donc, toutes ces techniques de passe, quelles qu'elles soient, sont, à mon avis, caduques. Pour moi, le « et » de quelques autres, c'est le fait que je les choisisse, ces quelques autres. C'est certainement pas un jury choisi par l'institution qui serait en position de pouvoir décider, ou même seulement d'entendre. Je les choisis au sens que je me trouve des interlocuteurs. J'en parle. Depuis que j'ai fini mes analyses, je ne cesse pas de m'analyser en public. Donc je choisis mes interlocuteurs, c'est simple, c'est le public. En cela, je renoue avec l'invention de la psychanalyse par Freud. Dans la Traumdeutung, il parle de ses rêves. Et c'est là qu'il a inventé la psychanalyse. Ou dans la psychopathologie de la vie quotidienne, il parle de ses lapsus et de ses actes manqués. C'est là qu'il a inventé la psychanalyse. En parlant de lui, en public. Donc, maintenant les choses ont changé, je fais ça après la fin de mes analyses. Il y a eu 3 analyses. J'ai eu 3 analystes différents, je le rappelle. Et je me suis aperçu que je pouvais parfaitement continuer mon analyse en parlant effectivement à quelques autres, mais certainement pas à un jury. Les gens qui veulent bien m'entendre ou me lire dans mes vidéos ou dans mes écrits, dans mes bouquins. Ça fait 17 ans que j'écris des bouquins qui sont publiés, dans lesquels on peut lire mes rêves. C'est ma façon de faire la passe. Je passe au public ce que j'ai compris de la psychanalyse. Mais c'est moi qui en décide. C'est pas une institution. Alors, le problème des institutions, c'est que pour être membre d'une institution, il faut partager les mêmes du prix avec tout le monde. Et que ce que l'analyse produit, c'est justement d'être non-dupe. C'est être sujet. C'est de ne pas suivre des modèles, modèle de la chute de l'objet petit a, modèle du 3e temps, du temps logique, ou n'importe quel autre modèle, modèle de la passe et du jury de la passe. Il faut partager ces mêmes valeurs, en quelque sorte. Et ce que l'analyse permet, c'est un sujet de prendre de la distance avec toutes ces valeurs. Pour inventer lui-même sa façon d'être au monde, sa façon d'être sujet, sa façon d'être analyste, sa façon de faire la passe. Tout simplement, oui, c'est ça la passe, c'est passer au public ce qu'il en est de la psychanalyse quant à sa théorie, sa méthode, sa pratique, tout ce qu'on voudra, à chacun de voir ce qu'il est capable de passer aux autres. Parce que c'est effectivement en étant capable de trouver les mots pour expliquer aux autres ce qu'on a vécu dans sa propre analyse, qu'on peut dire qu'effectivement, il y a eu analyse et il y a maintenant un sujet qui est capable d'en parler. Pas de parler de théorie à jet continu, ou de philosophie, ou de mathématiques, comme ça se fait beaucoup. C'est d'être capable de parler de soi. Or, justement, il y a une espèce d'omerta dans le champ psychanalytique où il semble qu'il soit interdit de parler de soi. Paradoxe inouï, la psychanalyse, c'est parler de soi, mais une fois l'analyse terminée, l'impétrant psychanalyse
se voit interdit de continuer à parler de lui, où que ce soit. Alors on dit, ah ben tu vas parler en contrôle, ou alors tu vas faire une autre tranche. Qu'est-ce que ça change alors? Si je ne suis pas capable de passer au public, et non pas à une seule personne, ce que j'ai découvert en psychanalyse. Donc personne ne pourrait passer au public ce qu'il a découvert dans son analyse. Ce qui peut permettre à d'autres gens de se dire, tiens, si je faisais une analyse. Parce que ce type-là, ou cette nana, quand elle parle de ce qu'elle a fait à l'analyse, bah, putain, c'est vachement intéressant. Au lieu de château en Espagne, type temps logique, nœud broméen, etc., etc. Beaucoup disent, mais il faut bien qu'il y ait un garde-fou pour éviter qu'il y ait des charlatans qui s'installent. Ah ben oui, madame, c'est vrai, mais moi je connais tellement de charlatans qui sont déjà installés, qui ont des tas de diplômes, qui ont passé la passe de façon tellement régulière que ça n'est pas possible. Il n'y a pas de moyens. On n'a pas les moyens de ça. Et si on les avait, ça ne serait pas ça. Ce que je viens de démontrer. Enfin, d'essayer de démontrer. Mon premier analyste, par exemple, c'est celui que je connais le mieux, je l'ai côtoyé pendant 15 ans, c'était un charlatan. Pourtant, il était bardé de diplômes, il était psychiatre, psychanalyste, il était régulièrement inscrit dans une grande école de psychanalyse, et il avait certainement fait la passe, ça j'en ai certainement pas, je ne l'ai pas su, parce que justement il racontait jamais rien, ni de lui dans mes séances, ni ailleurs dans n'importe quel lieu. Donc on ne pouvait pas savoir, mais comme c'était la règle, disons, en quelque sorte, oui, il avait certainement fait la passe. Mais si c'était pour en arriver là, c'est-à-dire un type qui ne se rend pas compte qu'il est tout le temps en position de surmoi, donc il empêche son analysant de laisser venir les pensées refoulées, puisqu'il est en position d'instance refoulante, ben ça c'est du charlatanisme, effectivement. Comment est-ce qu'on peut l'éviter? Mais certainement pas se conduisant comme lui, qui croyait savoir à la place du sujet qu'il était censé accompagner sur le chemin de se trouver lui-même. Voilà ce que je peux dire sur la fin de l'analyse, qui donc n'a pas de fin. Maintenant, pour moi, elle n'a pas de fin. Je ne cesse pas de m'analyser, d'analyser mes rêves, de les passer au public. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être tout à fait autre chose. Ça sera peut-être complètement oublier la psychanalyse pour se consacrer à un art, à une science, à quelque chose. Donc à chacun sa fin d'analyse, à chacun sa passe, à chacun son être du sujet.